Eh bien, bonsoir et bienvenue dans ce 65e numéro de Miasme, le magazine d'information de l'actualité spirituelle, mystérieuse et étrange. Ce soir, pour m'accompagner, monsieur Silvano Trotta. Salut Silvano. Bonjour à tous les auditeurs de Miasme, vous êtes bien plus nombreux que je ne le pensais. Pensez à vous abonner, cliquez sur abonnement. Voilà. Et ce soir, notre invité de la soirée, c'est un petit nouveau. Quelqu'un que, en tout cas, nous n'avions pas encore eu l'honneur de recevoir sur la chaîne. Il s'agit de monsieur Serge Pironnet. Bonsoir Serge. Bonsoir tout le monde. Salut Serge. Et puis ce soir aussi, pour nous accompagner, nous aurons le plaisir de retrouver tous les chroniqueurs aujourd'hui. Lily Oz, Aurore, Philippe et Dino, voilà, qui viendront chacun et chacune nous parler de leurs sujets respectifs. Alors, comme chaque semaine, nous commençons par les nouvelles d'UAT. Quoi de neuf sur UAT, Silvano? Et puis ensuite, nous intéresserons donc à Serge Pironnet et particulièrement d'ailleurs ce soir à son association qu'il vient de créer sur les amis de Jimmy Guilleux. Mais avant tout, quoi de neuf sur UAT? Alors Antoine, c'est même pas tellement sur UAT qu'il y a eu quoi de neuf cette semaine, c'était sur les amis du magazine Top Secret, puisque notre ami Rock Soccer a annoncé la dissolution du groupe, alors que l'on fêtait le dépassement du 10 millième membre. Rock a souhaité fermer le groupe. Alors pourquoi Rock a souhaité fermer le groupe? Parce que Rock canalise absolument dans ce monde de l'ufologie, je le dis souvent, je suis chef d'entreprise, j'ai des concurrents très hargneux, très méchants, mais le pire d'entre eux, c'est un agneau, quoi, à côté de ce que l'on subit. Déjà moi au quotidien, alors j'imagine Rock, ce qu'il doit subir. Et dans ce groupe où j'étais admin depuis quelques mois, se focalisaient donc les platistes avec les anti-platistes, les adorateurs de Thomas Pesquet et de la NASA contre ceux qui disaient que la NASA c'est le royaume de Walt Disney, les néo-évéméristes avec les récentistes. Et donc on avait beau rappeler chaque fois les règles, virer des membres pour insultes, non bonne conduite. Alors ceux qui étaient virés allaient se plaindre chez Rock en disant mais alors pourquoi j'ai été viré, blablabla. C'était invivable. Donc Rock a décidé de terminer cette histoire, de fermer le groupe. Ça va lui laisser beaucoup plus de tranquillité, ça va redonner beaucoup plus de crédibilité à son magazine Top Secret qui est génial, parce que Top Secret c'est tout sauf ça, quoi. C'est le partage, c'est l'échange sur des sujets qui sont très difficiles. Rock nous a appris à tous à utiliser notre cerveau, se poser des questions sans jamais rien affirmer. Mais chaque fois qu'il fait une vidéo, les platistes pensent qu'il est pour lui, les récentistes ils pensent que c'est leur porte-bannière, et c'est très difficile à vivre. Donc voilà, on a vécu un moment de folie avec cette annonce de Rock de fermer un groupe de plus de 10 000 membres. C'est quand même quelque chose assez exceptionnel. En sachant en plus que Facebook, tu fermes pas un groupe comme ça, quoi. Il n'y a pas une touche clic et puis hop, le groupe il est fermé, parce que tant qu'il y a du monde, le groupe est ouvert. Alors certes, on peut archiver le groupe, mais bon, c'est pas ce que voulait Rock. Donc il a fait une annonce pleine de bon sens, pleine d'élégance, pleine d'intelligence. On lui a demandé à chacun de quitter le groupe. Et je trouve que c'était un moment très émouvant pour tout le monde. Voilà. Sinon, des nouvelles un peu plus réjouissantes? Mais alors, réjouissante avant, non, parce qu'on est quand même, à l'heure à laquelle on enregistre, Antoine, tu es témoin, nous sommes encore le 22 septembre 2017. Et tu sais que demain est censé être la Xème fin du monde, alignement de planètes, je sais pas trop quoi, franchement ça m'a même pas intéressé 2 secondes, mais ça en parle partout sur les réseaux sociaux. Ça en parle à un tel point qu'il faut savoir que ce matin, en allant au travail, de temps en temps, j'ai quand même, pour savoir un petit peu les nouvelles de ce monde, de ce que se dit dans la presse média, on va dire mainstream, sur France Info, à 8h25, il y a une nouvelle chronique qui s'appelle
les fake du news, les fakes quoi, qui se passent sur Internet. Et ce matin, j'ai eu un mal au cœur aussi parce que ils se sont moqués, mais littéralement, en annonçant, ben voilà, sur le net, qu'est-ce qui se passe? C'est que demain, c'est la fin du monde, c'est l'arrivée de Nibiru, une planète qui va heurter la Terre. Donc, ils ont passé des extraits de sites avec des lois graves. Nibiru va heurter la Terre à cause de ci, ça, ça, ça. Donc, c'est très bien expliqué le pourquoi du comment, la numérologie, les signes, les anciens écrits, blablabla. Bla, bla, bla. D'un autre côté, ils interrogent évidemment des spécialistes, des astrophysiciens, des astronomes qui rigolent, qui disent maintenant, si une planète était de la taille de ce que vous nous dites et était capable de heurter la Terre, ça fait déjà quelques temps qu'on la verrait, ne serait-ce qu'à l'œil nu. Ça peut être que des conneries. Et donc, après, tu connais les journalistes, évidemment, qui se moquent à gorge déployée. C'est dommage parce que ça fait passer l'ufologie et tous nos groupes pour des bandes d'illuminés complets, quoi. Même moi, sur UAT, j'ai eu beaucoup de mal à enlever toutes ces news sur ce 23 septembre. On en avait déjà parlé sur d'autres émissions, parce que je te rappelle qu'il devait déjà se passer une sorte de fin du monde pour l'éclipse du mois d'août, avec des gens ultra convaincus. En plus, on prête des sites quand même qui sont très bien, quoi, comme les moutons enragés, qui disent mais oui, mais c'est vrai, en prenant des physiciens, des annonces de 2013 que l'on remet en 2017, le contrôle ARP en plus, et dans France Info, c'était bien expliqué. Il y a toute une série d'événements qui se passent en même temps, qui laissent à supposer pour l'auditeur crédule qu'il va se passer quelque chose, parce que tu as en face toute cette série d'ouragans qui sont dans les Antilles, les tremblements de terre au Mexique, l'éclipse, des volcans qui se réveillent, et donc les gens prennent peur. Il y a vraiment des gens que j'ai sentis inquiets, qui sont venus poser des questions sur UAT, mais alors est-ce que ça va être la fin du monde le 23 septembre? Alors évidemment, quand tu publieras cette émission, ce sera certainement le 27 ou le 28 septembre, là on est le 22, demain il n'y aura aucune fin du monde. Demain ce sera une journée normale. Alors de grâce, notez tous ces sites qui vous ont annoncé la fin du monde demain, le 23 septembre, et quittez-les, ne les regardez plus, ils méritent pas. Tout ce qu'ils font, c'est du mal. C'est du mal à l'ensemble de l'ufologie sérieuse. Il n'y a pas de planète Nibiru. Enfin, voilà, je sais pas quoi dire. Moi, je sais plus quoi dire. Je répète ça à longueur d'émission, et ça me fait un peu mal au cœur, quoi. Mais tu sais quoi, moi je vais faire une annonce. Rassurez-vous, vous êtes vivant. Voilà. Ah oui, si vous nous regardez aujourd'hui, c'est que vous êtes vivant. Tout simplement. C'est QFD. Alors, allez, Antoine, la semaine dernière, je t'annonçais que pour 2018, j'avais une excellente nouvelle. Alors, en exclusivité pour Miasme, je te l'annonce à toi, et rien qu'à toi. Il faut noter une date, le 26 mai prochain, 2018. On sera tous là encore. Des amis à moi, Laurie et David, que je vous présenterai une autre fois, va organiser en France une conférence avec Mauro Biglino, que vous connaissez tous, dont on a déjà fait une interview avec Antoine dans Rencontre hors du commun, Pietro Buffa, ce biologiste moléculaire international de nationalité italienne qui a démontré la translocation génétique à partir de l'Homo habilis et qui est connu, et dont son livre Les gènes manipulés d'Adam sera traduit certainement fin d'année, début d'année prochaine, fin d'année je pense. Mais il y aura aussi Stefania Tosi. Alors Stefania Tosi, elle n'est pas très connue en France. C'est quelqu'un qui a écrit des livres sur l'origine de Dieu et du diable et comparaison des mythes égyptiens et de la Bible. D'accord ? Elle a étudié tout ça, elle a vu les énormes analogies qu'il pouvait y avoir dans tous ces écrits babyloniens, sumériens, hébraïques, arabes, et
de l'origine de Dieu et du diable. Et la quatrième invitée à cette conférence sera Laura Feccia, encore italienne, hein, donc on a réuni 4 Italiens. J'avais publié une fois sur mon mur que en Italie, il y a vraiment un mouvement qui s'appelle les risvegliati, les éveillés, qui est en train de se mettre en route parce qu'ils ne se contentent pas d'écrire des livres, ils font des conférences à travers tout le pays. Mauro Biglino, il a un agenda rempli jusqu'au mois de mai, quoi. C'est-à-dire qu'il tourne évidemment en Italie, mais il va aussi en Allemagne. Il sera par exemple à Saarbrücken, à Stuttgart, pardon, dimanche, en Allemagne. Et chaque fois, les salles de conférence deviennent de plus en plus pleines. Et là, en fait, elle s'est intéressée à l'Église sainte, catholique, apostolique, romaine, qui s'est inventée étape par étape par les mensonges faux et sans vergogne, exploitant la fragilité et la crédulité populaire pour accéder à un pouvoir déguisé en inspiration spirituelle. Donc, ces 4 conférenciers qui seront à Forbach le 26 mai. Alors, pourquoi Forbach? Parce que, évidemment, il faut déjà choisir un lieu. Laurie et David sont de la région Lorraine. Forbach, c'est approximativement 1 heure de route de Metz, très grande ville, 1 heure de route de Nancy, très grande ville, 1 heure de route de Strasbourg, très grande ville, 1 heure de route de Saarbrücken en Allemagne, très 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 grande ville. Et ça va être un événement qui sera filmé avec des équipes télé professionnelles. Il y aura mon équipe de traducteurs dédiés avec mon amie Nadia Lamela. Il y aura Catherine Vieux pour les traductions de Mauro Biglino, parce qu'il faut des gens qui sachent traduire exactement ce qu'il y a. Ça va durer de 15h à 20h. Je pense que ça va déborder connaissant un petit peu les 4 invités, ça va être géant. Ça va être vraiment un truc fantastique. Donc commencez à réserver vos places, même si je ne sais pas si c'est possible, mais effectivement c'est une date à noter sur le calendrier. Dès la semaine prochaine, effectivement, David et Laurie vont mettre le système de réservation de places, parce que je pense que ça va aller très vite. On a réservé des salles amphithéâtre relativement grandes, mais je pense que vu les intervenants qu'il y a, ça va très, très, très vite se remplir et ça va être un événement fantastique. En tout cas, moi, j'ai hâte d'y être et de traduire. Je vais laisser évidemment Catherine traduire Biglino et de traduire avec Nadia, Pietro, Stefania et Laura. Ça va être gigantesque. Et en attendant, vous pouvez vous rattraper en retrouvant justement l'enregistrement que nous avons fait avec Mauro Biglino et Catherine Vieux. Voilà, c'était Rencontre du commun du mois de mars. Elle est toujours en ligne sur Miasme TV. Et en parlant de Pietro Buffa, il a fait la préface du livre de Bleuette Dio qu'on a reçu donc, dans le cadre d'un, et si on parlait vraiment d'ufologie, spécial néo-évémérisme, et qui sortira au mois d'octobre, et en avant-première, bien sûr, pour les tipeurs. Voilà. Écoute, c'est une très bonne nouvelle, hein, voilà, pour 2018. Et puis... je pense qu'on va conclure sur cette information-là. Et maintenant, Sylvano, nous allons retrouver Serge Perronnet. Alors Serge, on a souhaité t'inviter ce soir pour une raison un petit peu particulière, c'est-à-dire que tu as créé cet été l'association des amis de Jimmy Guilleux. Et donc en discutant avec toi, je me suis aperçu que effectivement, vu ta grande expérience sur ce domaine de l'ufologie, tu as eu la chance de côtoyer Jimmy Guilleux et ses amis. Et donc, du coup, je t'ai demandé de venir pour un petit peu nous raconter tout ça, toute cette histoire, toute cette aventure que tu as vécue à travers ces contacts. Et puis, qu'est-ce que vous allez faire avec cette association? Alors, toi,
déjà, si on commence par toi, ta passion de l'ufologie, ça commence quand? Voilà, d'abord, je voudrais reprendre un petit peu. C'est pas moi qui crée l'association, qui est en cours de création, mais disons, c'est Patricia Markwalter qui m'a permis de la rencontrer, de m'associer et de créer cette association qui est en cours de création, qui n'est pas encore créée, mais bon, on est en train de faire tout ce qu'il faut. Ensuite, ma passion, effectivement, ça date pas d'aujourd'hui. C'était en 1954, j'avais 10 ans. C'est là où j'ai pu apercevoir mon premier ovni. Et ensuite, donc, au fil du temps, j'ai pu rencontrer notre ami Feu Jimmy Dieu, qui n'est plus de ce monde et qui est décédé le 2 janvier, comme nous le savons, de l'an 2000. Il a eu quand même, donc voilà, 2 janvier de l'an 2000, il est arrivé à l'an 2000. Il nous a quittés, malheureusement, mais effectivement, depuis toutes les années 1990, je me prêtais, disons, à pas mal de réunions avec notre ami Guitarade, Alain Lecairn, Roger-Luc Marie et Jimmy Dieu. Et là, donc, nous avions des réunions qui se tenaient à peu près mensuellement dans la région de Marseille, où nous avions l'occasion de nous réunir nombreux à l'époque. Je dirais nombreux parce que l'association comptait pas loin de 200 membres. C'était pas mal. Et donc, tous les mois, nous avions un petit repas d'organiser où il y avait par thème, où chacun racontait un petit peu, je dirais, ses aventures, ou alors avait un thème spécial qui était prévu. Ça pouvait être de l'ésotérisme, ça pouvait être plein de choses. Voilà, donc, comment je pourrais dire que cette association qui est en route devrait permettre aux gens qui le veulent bien, et notamment encore ceux qui restent de notre vivant. Il y a Guitarade que j'ai eu encore ce matin au téléphone. Il reste encore Alain Lecairn, mais on n'est pas nombreux, c'est vrai, puisque l'association Jimmy Dieu a été créée en 1980, cofondée avec l'ami Roger-Luc Marie, qui s'appelait l'IMSA, l'Institut mondial des sciences avancées. Et à cette époque, Jimmy Dieu se rapprochait donc de l'ufologie américaine, représentée par John Lear et Cooper. Voilà. De 87 à 90, il publia, comment je dirais, avec Gilles Novak, sous plusieurs signes, sous plusieurs titres d'une série Les Chevaliers de Lumière, que certains connaissent ici. En 90, 91, il a publié quelques romans de vérité, EBE Alerte Rouge, que pas mal d'entre nous connaissent, EBE2 aussi. Et au fil du temps, donc, il faut quand même savoir que Jimmy Dieu a fait un travail intense et notamment publié au moins 140 ouvrages, ce n'est pas rien, dont une grande quantité ont été traduites en plusieurs langues, que ce soit russe, anglais, etc., italien, espagnol. Donc, voilà, c'est un homme de terrain, c'était un homme de terrain qui n'avait pas peur, qui était un précurseur. Et je veux dire que ceux qui l'ont côtoyé, se demandaient, et moi-même d'ailleurs, si ce n'était pas quelqu'un qui était agi, inspiré, car il avait les facultés de deviner et d'anticiper les événements. Tel par exemple, il en est sorti par la suite d'Anna Scully, Fox Mulder, X-Files. C'était un homme pour moi qui était précurseur. Voilà. Donc, il a laissé des traces. Et puis, je suis heureux donc d'être aux côtés de Patricia Markwalter et Catherine Salmon aussi, qui doivent venir dimanche partager un petit repas là sur la terrasse, et où nous allons discuter de cette mise en place de l'association qui n'est pas encore définitive. Entendu. Alors, si on remonte encore un peu plus dans le passé, toi, ta première approche, mais à toi personnel, avant de revenir sur Jimmy, comment est-ce que tu en es venu à t'intéresser à ces objets volants? Alors là, ce sont des événements, comment je pourrais dire, synchronistiques, entre parenthèses. J'avais 10 ans. En 1954, j'avais 10 ans, je suis né en 1944. Et c'était l'époque de la vague de 54, la grande vague de soucoupes volantes qu'il y a eu en 1954, qui a laissé des traces, on appelait ça des soucoupes volantes.
Et c'est vrai qu'à cette époque-là, donc j'avais 10 ans, ma première observation s'est faite sur Perpignan, où j'ai vu passer au-dessus de ma tête avec un ami, un voisin, un disque orangé qui tournoyait, et ça a duré 2 minutes, mais c'était un disque qui était relativement grand, qui à bout de bras devait faire à peu près la grosseur d'une assiette. Donc c'était quelque chose d'important, très silencieux. Ensuite, en 58, j'ai revu un objet non identifié dans le ciel de Perpignan, toujours en plein après-midi, qui avait la forme d'un sablier ou une forme d'altère. Cet objet était d'apparence métallique. À bout de bras, il faisait à peu près 10 cm, c'était assez gros, il y avait un chemtrail, il n'y avait pas de bruit. Ça a duré 2-3 minutes. Ensuite, en 1962, je me suis engagé dans l'armée de l'air, en passant par Nîmes-Courbesac, et donc j'ai fait mon apprentissage avec les commandos de l'air, les bérets noirs. Et là, au mois de décembre, lors d'une garde montante, à minuit, j'ai observé mon 3e OVNI, donc en 1962, qui a décollé apparemment de la base, d'en bas, de là où montait la garde, et qui est stationné au-dessus de notre tête, parce que nous étions à peu près une dizaine de militaires. Cet objet en forme de soucoupe orangée aussi a stationné pendant au moins 2-3 minutes et a évolué dans le ciel par saccades, en montant par paliers, en feuilles mortes et en disparaissant dans l'espace. Là, j'avais été élu major de promotion, j'avais déjà mon grade de caporal-chef, j'étais major de promotion 67 élèves, et j'étais anxieux de pouvoir éventuellement rencontrer le colonel de la base pour lui raconter les faits, puisque je m'étais intéressé déjà depuis 1954, donc ça faisait quand même déjà 8 ans. Je voulais lui expliquer et poser quelques questions. Donc j'ai fait un petit rapport. Et le colonel n'a jamais contacté, sinon j'ai fait un baptême de l'air à ses côtés dans un Morane Saunier bombardier de l'époque à double commande. Et je n'ai malheureusement pas eu de réponse à mon questionnement. Et de là, donc par la suite, j'ai appris que le général de Gaulle aussi avait de lui observé des ovnis et avait créé donc, comment je dirais, avait créé un groupe de recherche de l'époque. Mais bon, tout cela était tenu très secret, et donc voilà, donc c'est ce qui m'a permis au fur et à mesure de m'intéresser à l'ufologie et de grimper, de voir aussi d'autres objets, donc par la suite une quinzaine de fois, donc en présence de mon épouse. Et voilà, on ne va pas rentrer dans les détails de mes témoignages, ça serait trop long, c'est inutile à mon avis. Donc un objet sur Nice qui a plongé dans la mer. Voilà. Ça va quand même. Allez, une petite quinzaine d'objets. Voilà. Bon, quand même, c'est quand même pas à la portée de tout le monde. Il y en a qui n'en voient jamais. Alors on me dit comment ça se fait, que moi j'en vois pas, que vous en voyez souvent. Bon, je pourrais pas, j'en sais rien, je pourrais pas répondre. T'es sur la bonne fréquence, ça va être ça. Voilà, on peut dire ça. Donc ensuite, c'est à peu près vers quelle année où tu commences à rencontrer ces gens-là, Guitarade, Jimmy, etc. Lequel as-tu rencontré en premier? En premier, c'est Jimmy Dieu. Je ne l'ai pas rencontré, mais j'ai eu l'occasion de lui téléphoner, enfin pas de lui téléphoner, à l'époque c'est un Telex, puisque j'avais été témoin d'un phénomène parapsychologique sur une pierre au sacrifice dont je me rends demain d'ailleurs. Demain, je vais y faire un petit tour, parce que demain, il y a encore un alignement de planètes, c'est un petit peu spécial. Cette pierre au sacrifice est située sur un des lieux où j'habitais 23 ans. Et donc, c'est là où j'ai eu l'occasion d'envoyer un texte à notre ami Jimmy pour lui dire, voilà, j'ai la preuve de la 5e dimension. Ah, alors là, Jimmy m'a répondu aussitôt, il m'a donné son téléphone, on s'est téléphoné, et il m'a dit, ah bon, c'est bien, ça m'intéresse, la 5e dimension, intéressant, très intéressant. Et là, disons que nous avons eu, en présence de l'ancien gendarme à la retraite actuellement, Alain Rey, qui avait une caméra d'épaule, qui en fait était venu se rendre chez moi pour faire un petit film aux alentours, et il avait posé sa caméra sur une pierre au sacrifice éteinte, et quand on a voulu repartir pour continuer notre petit reportage, on s'est aperçu après que la caméra était allumée toute seule, qu'il y avait un film qui s'était déroulé à l'envers, dont il a tout effacé, et à partir de là, même en effaçant tout, arrivé à la maison, on s'est aperçu que
il y a 10 minutes de film qui s'est incrusté dans la bande VHS magnétique et qu'on n'avait jamais filmé. Et ce film s'est positionné à la fin. Et donc, ces 10 minutes de film qu'on n'a jamais fait, on nous voyait à nous alors qu'on ne se filmait pas, dans tous les sens, de façon asynchrone, aussi bien de la voix que de l'image. Donc, c'était inexplicable au niveau technique. Même Alain Rey, qui était un technicien de la photographie, etc., n'a rien compris. Et bon, on n'a toujours rien compris, il n'a toujours rien compris, moi non plus. Et c'est là que Jimmy Gueux m'a dit, ben, écoute Serge, bon, j'ai été donc après une conférence sur Marseille, j'ai projeté le film, et bon, on n'en a pas appris davantage. Sinon qu'ensuite, avec Michel Bounias, lui, m'a permis de mieux comprendre le phénomène. Mais malheureusement, Michel Bounias, le jour où je devais le rencontrer un an après, puisque sur Cavaillon, à Sciences Frontières, il est décédé le jour même. Mais toi, Serge, qu'est-ce que tu avais vu pour appeler Jimmy et lui dire que tu avais la preuve de la cinquième dimension? Tu avais vu quoi? Toi, tu avais constaté quoi? Sur place, j'ai eu beaucoup de phénomènes parapsychologiques pendant tout le temps que j'ai vécu là-bas à Beaulieu. Hein, c'était à Beaulieu, j'avais une ferme ouverte, un restaurant. Mais bon, c'était dans la garrigue. Mais moi, ce que j'ai vu, j'ai rien vu de spécial pour cet apéro-sacrifice. C'est le film qui s'est réalisé à notre insu. Ce film s'est réalisé, s'est incrusté sur la bande magnétique alors qu'on n'a jamais rien filmé. Par contre, quand on revoit le film, et que je dois encore revoir d'ailleurs prochainement, Philippe Guillemant, qui m'a invité chez lui, je dois lui amener le film pour qu'on puisse en faire un extrait et essayer de comprendre ce qui s'est passé. Ok. Alors tu sais, quand tu dis je vais demain, alors demain, pour ceux qui nous regardent, c'était le 23 septembre, le fameux nouveau jour de la fin du monde. Quand tu dis je vais demain sur le lieu de la pierre sacrificielle, le jour de la fin du monde, ça fait un peu flipper. C'est quoi une pierre sacrificielle? Tu fais quoi avec ça? Oui, non, c'est une question très pertinente que tu me poses. J'ai un ami astronome amateur qui pour moi est quelqu'un d'intéressant, qui n'est pas loufoque, etc. C'est un technicien, c'est une formation d'ingénieur qui est dans la région dans le temps. Il m'a téléphoné hier matin et il me dit: Serge, j'ai remis mon télescope en place. D'ailleurs, j'en ai fait passer quelques exemples sur Facebook. Il a 2 télescopes, dont un 400 mm avec une coupole. C'est lui qui a tout monté, qui a tout fait de ses propres mains. Et c'est un génie, ce gars-là. Donc, il a réalisé son télescope dernièrement, il a remis en état, et il a remis en route depuis une semaine. Et là, il a observé Jupiter. Et il me dit: Serge, il m'a dit ça ce matin, hein, c'est récent. J'ai observé Jupiter, c'est étrange, les anneaux, etc. Il y a quand même des trucs qui ont évolué depuis que j'ai remis mon télescope en route. Et je me suis aperçu qu'il y avait des lumières qui clignotaient, qui s'éteignaient sur pas mal d'anneaux qui sont sur Saturne, ce que je n'avais jamais vu jusqu'à présent. Ensuite, comme c'est un monsieur qui fait beaucoup de recherches et qui est curieux, il a recherché aussi au niveau, il a fait un peu d'ésotérisme, donc il a recherché à ce niveau tout ce qui est Fatima, Garabandal, un petit peu de ce qui pourrait se passer. Hein. Et là, on s'est aperçu que le 23 septembre, donc demain, il y a un alignement de planètes qui correspond, comment je dirais, il a fait tous les calculs et tout ça correspond à ce qui est dit dans des prévisions, dans certaines prévisions qui sont faites par rapport, comment je dirais, aux écrits bibliques, aux écritures saintes. Et donc là, il m'a dit: tu devrais aller te promener sur une hauteur et peut-être tu verras quelque chose. Bon, qui sait? Et là, je me suis dit, je vais aller faire un tour à la pierre au sacrifice. Voilà. Parce que je le ressens comme ça. Ok. Voilà, bon, merci pour cette précision. Alors, retour à il y a quelques décennies. Jimmy Guilleux, donc, suite à ce Telex, vient de voir. Vous échangez ensemble. Et ensuite, je suppose que vous êtes mené à vous revoir? Oui, bien entendu. Alors, comme je l'ai précisé au début, ou je ne sais pas si je me souviens pas si je l'ai dit, donc en fait, l'IMSA avait eu l'initiative de créer avec l'ami Guitarade, Alain Lequin, etc., des réunions tous les mois en salle avec des thèmes autour d'un repas. Et
là, donc, disons, bon, on a continué cette recherche à peu près jusqu'à l'an 2000, et puis de 90 à 2000, pendant 10 ans, où j'étais pratiquement tous les mois présent à ces réunions. Et puis voilà, donc, sans plus que je veux dire que les réunions étaient très intéressantes et surtout l'ambiance était pas l'ambiance d'aujourd'hui. Voilà, on avait une ambiance de chercheur, une ambiance sérieuse. C'est vrai que Jimmy Gueux, bon, on ne le voyait pas tout le temps, il n'était pas là, il était tout le temps en déplacement. Et je voyais plus souvent Guitarade, Roger-Luc Marie et les autres plutôt que Jimmy. Tu l'as quand même recroisé physiquement ou finalement Oui, bien entendu. La dernière fois que j'ai rencontré Jimmy, une dernière fois, c'était toujours sur Marseille à un repas. Guitarade était parti sur le bistrot d'à côté et je l'avais rejoint. Puis il me dit Serge, tiens, puisque tu es là, prends-moi une photo. Et c'est là où j'ai pris la photo en présence de Jimmy Gueux, Guitarade et Rose C. Là, la photo, je ne l'ai pas. J'ai pris la photo, j'ai dit oula, Guy, tu sais que moi, attention, quand je prends des photos, il y a des fois des surprises. Et puis, je n'ai pas redemandé si la photo a été bonne, parce que c'est vrai que des fois, paranormalement, j'ai des surprises. Oui, Rosset, la fameuse contactée, d'ailleurs, il y a un livre qui a été écrit à son sujet. Et Elisabeth de Caligny avait fait aussi une ou deux belles émissions sur son sujet, je crois. Tout à fait. Tout à fait. Disons, cas très intéressant de Rose C. Bon, après, à savoir la vérité où elle est. C'est vrai que Jimmy aussi, l'a côtoyé. Il a peut-être donné, il a soufflé un petit peu quelques conseils. C'est vrai que Jimmy était lancé un peu dans la fiction. Il était très doué pour ça. Mais il y a quand même beaucoup de vérité. Et voilà, nous, ce que nous voudrions, c'est retrouver l'ambiance qu'il y avait à cette époque-là. Nous retrouver avec quelques anciens autour d'une table et puis essayer qu'il y ait de plus de monde possible pour pouvoir continuer ces enquêtes telles qu'elles étaient faites avant sur le terrain. Alors, en pratique, elles étaient faites comment ces enquêtes sur le terrain? Parce qu'aujourd'hui, si tu prends on va dire la nouvelle génération de jeunes chercheurs, de jeunes ufologues, etc., au final, les enquêtes, on les fait quasi tous sur Internet ou dans des bibliothèques, mais ils sont très peu à faire des enquêtes sur le terrain. J'en connais 2 ou 3, dont José Bouillon, qui est un de nos chroniqueurs, mais voilà, j'en connais très peu qui font des enquêtes sur le terrain. Comment ça se passe alors? Mais quand on entend dire qu'il y a un témoin, quelqu'un qui nous dit, que ce soit sur Internet ou ailleurs, à l'époque c'était sur les journaux, plus moi c'était sur la radio. Là maintenant Internet ça va très vite, donc il faut faire le tri, savoir un petit peu si le témoignage est intéressant ou pas. Donc déjà par téléphone on demande, on essaie de voir un petit peu la personne, sa façon de penser, comment elle parle, etc. On lui pose des questions et si on juge que le sujet est intéressant, à ce moment-là on prend rendez-vous, on se rend sur place, on fait une enquête sur le terrain, on demande à la personne ce qu'elle a vu, on refait exactement le trajet qu'elle a pu faire et on lui pose des questions. On a un questionnaire tout établi, tout préétabli, comme le GEPAN a des questionnaires tout établis, qui sont tout faits. Et si la personne le veut bien, elle répond aux questions et puis elle répond aussi à l'enquêteur. Et ensuite, le résultat des enquêtes est publié ou comment ça se passe? Ensuite, comment ça se passe actuellement? Disons qu'actuellement, moi j'ai abandonné depuis pas mal de temps, disons, les enquêtes de terrain. Sinon, les dernières que j'ai faites, c'était pour le 5 novembre 90, où j'ai fait des enquêtes sur de Caseville, puisque j'avais retrouvé d'anciens témoins des années 90, c'était compliqué. Mais après, j'ai abandonné pour différentes raisons, dont certaines vous connaissez. J'ai eu des attaques, j'ai été menacé. Ça devient compliqué, difficile, donc on a envie d'avoir un petit peu la paix. Mais les enquêtes à l'époque avec Jimmy Gueux étaient un peu plus, pas plus techniques, hein. Elles étaient plus simples, quoi, je veux dire. Elles étaient d'homme à homme et on interrogeait les personnes, on est sur le terrain et puis on prenait des photos. C'était un peu moins précis qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a quand même des moyens qui sont un peu plus performants. Et donc, dans le cadre de cette association que vous êtes en train de créer, tu disais que vous alliez vous retrouver entre anciens, mais l'association, vous allez aussi ouvrir les portes à toute personne qui veut y participer, ou comment ça se passe pour ceux qui voudraient candidater?
Bien entendu. Donc, comment ça se passe? Il y a des liens que j'ai envoyés sur Facebook, enfin que sur Internet. Donc, je m'avais fait, comment je dirais, prévenir les gens qui sont intéressés, donc qui veulent venir sur notre groupe, c'est pas compliqué. Ils seront acceptés, évidemment, mais moyennant quand même un minimum, c'est-à-dire qu'on va essayer de faire un tri au regard de ce que d'ailleurs Obsquer a suivi dernièrement, certaines attaques ou des trolls ou des personnes qui sont là, mais on ne connaît pas ni leur identité, ni d'où ils viennent, on ne sait pas qui c'est. Donc, on va faire un petit tri quand même et essayer de savoir déjà qui sont ces personnes-là. Au moins, même si elles ont un pseudo, à nous, il nous faudra connaître déjà leur messagerie et qui ils sont, nom et prénom. Et puis là, il n'y a aucun problème, tout le monde est accepté sans aucune discrimination. D'accord. Les projets de l'association, donc tu l'as dit, refaire des enquêtes de terrain, mais comme ça s'appelle quand même l'association des amis de Jimmy Guilleux, est-ce qu'il va y avoir un projet aussi autour de la mémoire de Jimmy Guilleux? Disons qu'actuellement, dans le blog qu'on a ouvert, enfin, Patricia, un rapporteur, s'occupe avec Catherine Salmon et moi-même, où on est administrateur, on essaie de récupérer le maximum de revues, de livres, de scanner, etc., pour mettre les livres à disposition des gens qui le veulent gratuitement, pour pouvoir les lire, les consulter, et puis aussi retrouver d'anciennes vidéos, etc., pour retrouver un peu cette ambiance de l'époque, cette ambiance qui est perdue. Et voilà, donc je trouve que ce serait déjà pas mal que l'on soit un maximum de rassembler autour de cette association. Est-ce qu'on est sûr aujourd'hui qu'on connaisse tout des travaux de Jimmy Guilleux, ou est-ce qu'il y aurait encore des zones d'ombre qu'il n'aurait pas dévoilées au public, des choses à gratter un peu? Eh bien, de toute façon, c'est aussi le but de cette association, c'est de retrouver des personnes. Je répète une fois, eu Guitarade au téléphone qui est favorable à cette association, il me l'a encore dit. Il sera là présent pour dévoiler ou répondre aux questions éventuellement si des personnes veulent connaître un petit peu plus ce qui s'est passé à l'époque du milieu, notamment par exemple, il a été assassiné, enfin pas assassiné, mais dit-on qu'il y a eu une barre d'uranium sur son siège. Bon, on sait de quoi il est décédé. Mais là encore, il y a peut-être quelques zones d'ombre. Rose C, c'est pareil, il y a quelques zones d'ombre. Mais bon, il est vrai que si nous essayons de creuser, on s'aperçoit que quand on va trop loin dans le sujet de l'ufologie ou de la parapsychologie, mais notamment de l'ufologie, il y a des personnes qui ont tendance à disparaître mystérieusement. Ne serait-ce que le contre-amiral Pinon, que j'ai connu, ne serait-ce que d'autres personnes qui ne seraient pas mortes de mort naturelle. Encore faut-il le prouver, et là encore faut-il l'aval de la famille. C'est compliqué, on ne peut pas dire n'importe quoi, il faut être sûr de ce qu'on avance. Alors moi j'ai une question quand même, parce que c'est pas tous les jours que sur Miasme TV, on a la chance d'avoir quelqu'un qui a plus de 60 ans d'expérience dans le domaine de l'ufologie. J'ai démarré tout petit, 10 ans. Et oui. Alors, ta conclusion aujourd'hui, en 2007, d'après tout ce que tu as vu, observé, recherché, qu'est-ce que tu en penses? Mon Dieu, c'est une très bonne question que je vais essayer de répondre et qu'on puisse me comprendre. Ça va. Enfin, donc voilà, ma conclusion. Nous sommes observés depuis la nuit des temps. Pour moi, on est observé, suivi, et pour moi, on n'est pas libre de faire ce qu'on veut. Encore aujourd'hui, j'avais prévu des sorties demain avec Patricia, Mark Wachter et tout ça, et puis on a été empêché de le faire. Pourquoi, je ne le sais pas. Mais j'ai eu plein de zones, plein de choses qui sont arrivées comme ça qui m'ont. Voilà. Donc pour moi, on est observé depuis longtemps. Notre libre arbitre, il n'est pas grand. On en a un, mais il est petit. Ça, c'est sûr, j'en suis certain. Donc, suivant le chemin que l'on va prendre, eh bien, on va prendre des coups où on nous remet sur le chemin. Le bon ou le mauvais, je ne sais pas. Mais en tout cas, on n'est pas libre de faire ce qu'on veut. Donc, je pense aussi que, surtout, c'est une question de conscience et d'esprit. Quand on parle de corps humain ou de Nazca ou de momie, etc., et qu'on dit l'ADN n'est pas humain, est humain,
bof, tout ça, c'est foutaise. Je pense que par exemple, Nazca, ça le développer. Si toutefois il y a eu des petits êtres avec 3 doigts, etc., de 1700 ans d'âge, eh bien moi, ma conclusion, c'est que s'il y a eu ces êtres-là, qui datent depuis cette époque-là, ils peuvent avoir un ADN humain. Parce que les êtres qui les habitaient ne sont plus là. Donc, c'est des humains qui ont été transformés, transmutés. Ils sont toujours des humains. On n'aura pas la preuve d'un extraterrestre. L'extraterrestre, il est à l'intérieur de nous. S'il le veut bien, si on veut bien. Si on ne fait pas attention, on peut être habité. Moi, j'ai fait de l'exorcisme. J'ai fait de l'exorcisme dans mon cabinet. Et j'ai eu l'occasion de côtoyer des gens où j'ai vu des choses extraordinaires et parfois effrayantes. Mais je les ai vus. Et j'ai eu des résultats positifs. Ce qui veut dire qu'actuellement, dans notre monde, nous avons des êtres humains, et notamment politiques, qui sont bipolaires ou qui ont plusieurs habitats à l'intérieur d'eux. Donc, en fait, ils parlent, mais ils ne sont pas eux. Voilà. Ils ne sont pas le je suis. Et donc, pour être le je suis, eh bien, il faut avoir le cœur comme ça. Pour moi, c'est une question de fréquence. Et si vous êtes sur la bonne fréquence, vous pouvez rentrer en contact avec ce qu'on appelle, nous, le bon, hein, ce qui est bon, ce qui est, etc. Et si on n'a pas les bonnes fréquences, on va rentrer avec le mauvais. Et si on ne fait pas attention, on risque d'être habité. Je rappelle que tu es parapsychologue. Qu'est-ce que tu as vu comme cas? Par exemple, tu peux nous citer un cas que tu m'as dit que tu as vu des choses effrayantes? Effrayantes, non, mais j'ai des résultats spectaculaires au niveau de personnes, même de jeunes, qui étaient traitées pour être des personnes folles, et qui, après les avoir traitées un petit peu, je n'ai pas fait d'hypnose, hein, uniquement par psychologie et par question, etc., et par imposition des mains, oui, ça oui. Avec Francine à côté de moi, j'ai vu des choses, des boules sortir de la bouche, des trucs épouvantables, voilà, des trucs qui sortent du corps, qui s'en vont, et la personne change complètement, et change aussi complètement son comportement et sa voix. Et la personne est guérie, elle revient, elle n'a plus rien, elle ne prend plus de médicaments. Et ça, tu l'as appris tout seul? Ça, c'était venu comme ça? Tout seul. Pour moi, il n'existe pas de cours de parapsychologie ou de pendule, etc. Si on veut, chacun peut apprendre tout seul. Et qu'est-ce que tu penses maintenant de ton œil expert, avec tout ce que tu as vécu, de toutes ces séances d'hypnose régressive qui… Danger. Pourquoi? Il y a des réalités. Mais moi, j'ai fait pendant 4 ans quand même un travail sur les RR3 et RR4 avec un groupe de recherche, hein, qui est dissous maintenant, malheureusement, avec des psychologues, psychiatres, chirurgiens, etc., pour pouvoir éventuellement extraire des implants. Ça n'a pas été jusqu'au bout. Alors pourquoi est-ce qu'on en a été empêché? Je ne sais pas. Il y a aussi beaucoup cet ego qui est là, qui prend le dessus. Et chaque fois qu'il y a personne qui veut prendre un groupe, et bien souvent l'ego prend le dessus et ça dérape complètement. Et pourquoi tu dis danger pour les séances d'hypnose? Parce qu'il y a un danger où la personne qui est hypnologue peut diriger la personne qui est hypnotisée, la diriger, lui imposer certaines images, etc. Et puis la personne qui entend, eh bien, elle va raconter des histoires qui ne sont pas de vraies histoires. Je suis Francine a été hypnotisée dans mon cabinet par le gendarme, le gendarme. Et par Gilbert Attard aussi. Hein. Et elle a fait une régression. Dans sa régression, c'est extraordinaire, elle n'y croyait pas trop. Elle a vécu un moment où elle est rentrée dans un château, elle est descendue dans les sous-sols, elle a vu des caveaux, elle a vu, etc. Et un pilier où il y avait un écusson. Bon, et puis après, on continue. Elle est allée jusqu'à l'Égypte. Après, elle est revenue. On l'a refait revenir de l'hypnose. On a tout écrit, tout enregistré. Et le lendemain, à Nîmes, j'étais avec elle. Elle cherchait un livre pour sa fille qui faisait du droit. On tombe sur un livre des écussons avec des belles photos. Ça l'interpelle. C'est de la synchronicité, ça. Hein. Ça l'interpelle. Elle ouvre le livre à la page au hasard. Elle tombe sur un écusson qu'elle a vu dans sa régression sur le pilier d'un château. Le même. Je l'ai envoyé tout ça. Et quand elle lit l'écusson dans ce livre, c'est marqué crève-cœur, etc., etc. C'est-à-dire, c'est l'écusson de sa famille. Crève-cœur. Donc, c'est quand même pour elle une preuve que cette régression
lui a donné la preuve que ce qu'elle a vécu lui a redonné, si tu veux, la possibilité de retrouver ses armoiries. C'est extraordinaire. Surtout en ouvrant les pages au hasard. Bon, voilà une preuve de régression qui, pour Francine, nous a fait penser en tout cas qu'elle n'avait pas rêvé. C'était une vraie régression parce que je pense qu'on est tombé sur ses vies antérieures. Tout à fait, elle est tombée sur une vie antérieure, etc. Ouais. Elle a eu, voilà. C'est un très bel exemple. Alors, Serge, malheureusement, l'heure tourne, donc je vais te poser une dernière question, qui n'est peut-être pas une question facile. Tu y réponds si tu veux ou pas, c'est une question voilà, qui m'est venue comme ça. Si finalement, Jimmy Guilleux pouvait te voir en ce moment, s'il était en face de toi, si tu avais quelque chose à lui dire, qu'est-ce que tu lui dirais? Si je l'avais ici, je le remercierais pour tout le travail qu'il a fait et je lui demanderais avec force de continuer son travail parce que, bon, j'ai une citation, là, je vais la donner quand même. Jean Cocteau, qui s'est adressé à Jimmy Guilleux, qui lui a dit « Vous n'êtes pas un précurseur, mon cher Jimmy, vous êtes à la page et un jour, de sages astronautes prouveront que votre montre était à l'heure et que ce sont les autres montres qui retardent. Bonne chance et bon courage, Jimmy. » C'était Jean Cocteau. Voilà ce que je pourrais lui dire aussi, mais je ne suis pas Jean Cocteau. En tout cas, c'est effectivement une belle citation qui est en préface de son livre. Voilà, j'ai plus le titre en tête, mais il apparaît ici. Voilà. Ok. Bon, en tout cas, Serge, bon, voilà, ça nous a permis de nous replonger aussi dans l'histoire ufologique française, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que l'ufologie, c'est pas qu'aux États-Unis. On a aussi notre propre histoire ufologique. Ça se décline avec des gens comme Jimmy Guilleux, comme Guy Tarade, mais aussi comme Serge Perronnet. Et voilà, tu nous as permis de, au moins, peut-être découvrir pour certains toute cette partie-là de notre histoire. Je te remercie d'être passé. Mais il y a beaucoup de sujets, Bah oui. et on peut développer d'autres sujets qui sont d'ailleurs très intéressants. Eh ben, écoute, on t'invitera régulièrement pour qu'on puisse, tu vois, graver comme ça sur la toile ces souvenirs d'ufologue. Mais je vous remercie, en tout cas Antoine, je vous remercie de m'avoir invité et j'espère que cette association sera florissante et que nous aurons beaucoup de monde. Ok Serge, allez, ciao ciao et à une prochaine fois. Merci, à la prochaine peut-être. Eh bien Sylvano, je te propose d'accueillir Lily Oz qui vient d'arriver. Salut Lily. Salut les gars, bonjour à tous. Salut Lily, ça fait longtemps. Ouais, ça fait longtemps, ça me fait plaisir. Ben, moi aussi. Effectivement, ça faisait longtemps que vous étiez pas croisés sur la chaîne. Et là, je le rappelle, aujourd'hui, on a le droit à tous les chroniqueurs, c'est ça qui est génial. Donc ça va vraiment être une émission très sympa. Et tiens, en parlant de cela, on va immédiatement rejoindre Philippe avant d'attaquer ta chronique, Lily. Et Philippe qui va nous parler aujourd'hui d'une nouvelle plante. On s'est préenregistré pour essayer de régler des problèmes techniques de figeage d'image, et puis vous allez voir, c'est beaucoup mieux. Allez, Philippe, c'est à toi. Bonjour Philippe, comment vas-tu? Bonjour Antoine, ça va bien et toi? Bah écoute, très bien, je suis heureux de t'accueillir à nouveau cette semaine pour parler d'une nouvelle plante. Alors cette semaine, tu as décidé de nous parler de la verge d'or. Oui, de la Solidago virgorea, ou Virgo aurea, il y en a qui disent aussi, enfin il y en a plusieurs. Il y a la Gigantea, il y a la Canada dans 10, celle qui vient du Canada. Il y a celle qui est odorata. Donc il y en a plusieurs. On la trouve à quelle époque à peu près dans... C'est maintenant, c'est l'époque la plus appropriée pour l'accueillir puisqu'elle est en floraison. Je t'ai apporté donc un petit morceau. Bon, il est sec. Alors je ne sais pas si on va bien le voir en caméra. Voilà, donc c'est la verge d'or. Elle est très odorante et elle colle au doigt quand on l'accueille. D'accord. Alors cette petite plante, à quoi elle sert? Alors, elle sert pour plusieurs choses. Elle a des vertus un peu similaires un peu à l'ortie, comme par exemple la rétention d'eau,
l'élimination des toxines qu'on retrouve, l'acide urique, etc. Ce que j'aime bien dans cette plante, c'est qu'elle est bien plus efficace que l'ortie, c'est dans les calculs rénaux. Elle est vraiment super efficace. La deuxième que je conseillerais, c'est la pariétaire, qui elle bouffe aussi les cailloux. Après, il y a le chardon-marie, enfin, il y en a plusieurs pour les calculs rénaux. Bon, bien sûr, l'ortie qu'on a parlé. Elle est bonne aussi pour le drainage hépatique, rénal, l'eczéma chronique, le cholestérol, l'hypertension. Alors, il y a plusieurs hypertensions. Il y a celle artérielle, endocardite, artérite, péricardite. Je les ai notées pour éviter de les oublier. Et elle fait aussi les toxines et l'empoisonnement du sang. Donc, elle est comestible. Et on peut la manger en salade, mais son goût qui est un peu très prononcé, je conseille de la manger en petite quantité. Après, comme l'ortie, on peut la faire aussi en teinture mère. J'expliquerai plus tard comment on fait des teintures mères, en alcoolature mère. Et j'expliquerai aussi comment faire des macérations. Alors, voilà. Donc, l'odorata, on la trouve surtout dans les pays comme la Hollande, les pays scandinaves. On la trouve pas ici. La gigantea non plus. Enfin, on trouve surtout la Virgo aurea, on dit Virgo aurea, c'est plus court, qu'on trouve partout, dans n'importe quel endroit en ce moment. D'accord, qu'on soit dans le sud de la France ou dans le nord. Alors, je pense plus qu'elle aime plus le soleil. J'ai pas encore été voir, par exemple, si elle pousse en Bretagne. Je suis désolé, parce que j'habite dans le sud. Hein. Mais je pense que jusqu'à Toulouse, Montauban, même si on monte un petit peu plus haut, Limoges, possible, il faut regarder. Du coup, Philippe, cette verge d'or, tu la prends sous quelle forme? Comment ça s'appelle, en infusion? Alors, tu peux la prendre en infusion, fraîche. Le meilleur, c'est frais. Toutes les plantes, la meilleure façon de les prendre, c'est frais. Après, pour pouvoir les garder dans le temps, il est logique de les sécher pour les garder dans un placard, pour s'en servir comme tisane quand on en a envie. Comme je dis la dernière fois, maximum les garder, c'est 2 ans, parce qu'après, ça perd ses propriétés. Après, moi, je fabrique aussi des alcoolatures et des macérations. Celle-là, je la mets en alcoolature, comme plusieurs plantes, l'ortie, comme on a parlé la dernière fois. Les alcoolatures, je t'expliquerai par la suite comment ça se fabrique, parce que c'est un protocole assez facile, mais il faut quand même le faire bien, dans de bonnes conditions. Ok. Il y a peut-être des contre-indications aussi, parce qu'on n'a pas forcément parlé avec l'ortie, mais finalement, chaque plante, c'est comme n'importe quel élément, ça doit se prendre dans un dosage, on va dire, équilibré, et il peut y avoir des contre-indications dans certains cas. Est-ce qu'il y en a pour la verge d'or? Alors, la verge d'or, il n'y en a pas. Bon, même si dans l'ortie, il y a de l'acide formique, mais bon, à faible dose, et c'est ça qui est bon pour justement tout ce qui est la douleur. Celle-là, non, elle n'a aucune contre-indication. Par contre, c'est vrai qu'une plante qui est bonne pour toi n'est pas forcément bonne pour quelqu'un d'autre. Je vais te donner un exemple. Alors, je vais te les donner et en français et en latin, comme ça tu pourras les retrouver sur Internet. Alors, il y a la reine des prés, la Filipendula ulmaria, ou le bouleau, le Betula alba, ou le sol pleureur, qui est Salix babylonica en latin. Alors, ceux-là, ils ont la même molécule que l'aspirine. Et moi, je le sens un peu fluide. Si j'en prends, c'est l'hôpital, et si j'y vais pas, c'est le cercueil assuré. Donc, il faut vraiment pas jouer avec les plantes. C'est vrai que je conseille quand même, pour ceux qui veulent aller dans ce domaine, c'est vraiment s'informer, si on a un doute, aller en pharmacie demander, ou bon, les médecins, malheureusement, n'ont pas ce domaine. Demander à quelqu'un qui s'y connaît vraiment bien, même je suis prêt à répondre par mail si vraiment il y a un doute, pour éviter qu'il s'empoisonne avec quoi que ce soit, parce qu'il y a beaucoup de plantes similaires qui y ressemblent, et vous pouvez tomber sur un poison comme le rhum qui ressemble beaucoup à, par exemple,
à une autre plante que l'on mange qui s'appelle l'oseille. Celle qui on l'appelle comme ça. Donc c'est vrai que les plantes, il faut faire vraiment très attention avec et pas jouer avec. Je conseille vraiment de s'informer. Ok, c'est comme les champignons. C'est comme les champignons. Entendu, Philippe. Ouais, ça peut effectivement être pire parce que du coup on s'en méfie beaucoup moins. Oui, je peux te donner un autre exemple. Par exemple, on s'en sert beaucoup. C'est une huile. C'est l'huile, comment elle s'appelle déjà? Je vais y arriver. On peut couper là. Oui, non, mais on coupe. Hein, c'est bon, attends. Je me rappelle de l'huile. L'huile, voilà. C'est bon. On peut reprendre. Donc, je donne un exemple d'une huile. C'est l'huile de ricin, la graine. Si elle n'est pas torréfiée, elle est 800 fois plus toxique que le cyanure. C'est-à-dire que tu mords dans la graine et tu ne sais pas que tu es mort, tellement que c'est foudroyant. Avec une graine de ricin? Voilà. C'est hallucinant. Ça pique un peu, hein. Donc, il faut vraiment faire attention avec les plantes. Je conseille vivement de vraiment se renseigner auprès de quelqu'un de compétent. Ok. Bon, en tout cas, voilà, si vous voulez en savoir plus, vous avez un site, c'est plantalarose.com. Et là, vous allez retrouver tous les conseils et tous les produits réalisés par Philippe. Philippe, je te remercie. Et puis, je te dis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine et bonne semaine. Ciao, ciao. Voilà. Eh bien, écoute, Lily. Quelle sagesse vénusienne vas-tu nous octroyer aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je voudrais dire à mes chers amis terriens, je voudrais leur parler en fait de ce qu'on pourrait appeler le niveau de confrontation de chacun. Alors j'entends par là, est-ce qu'un individu est prêt à confronter une certaine vérité? Peut-il la recevoir, l'accueillir comme un cadeau libérateur ou au contraire, va-t-il la rejeter fermement, voire la dénier? Alors chacun possède son propre niveau de compréhension et ses propres connaissances en ce qui concerne les différents sujets du monde. Certains qui ont étudié plus longuement un sujet que les autres prennent conscience de certaines vérités qui parfois contredisent la pensée dominante ou les croyances majoritaires. En ce cas, généralement, le savant, c'est-à-dire celui qui sait, éprouve le désir de communiquer sa découverte au plus grand nombre et d'initier ainsi ceux qui sont les moins renseignés. Cela est louable, car dans l'absolu, le désir de contribuer à l'éveil et à l'élévation de son prochain est altruiste et bienveillant. Cependant, l'accès à une forme de vérité s'accompagne nécessairement d'une lourde responsabilité. En effet, il est important de comprendre que tous les esprits ne sont pas égaux en ce qui concerne leur capacité à confronter ces vérités. Imaginez que vous ayez fondé toute votre existence sur des conceptions erronées et que d'un coup, quelqu'un vous explique que toutes vos représentations du monde doivent être repensées, que vous avez été trompé ou pire, qu'on vous a menti. Imaginez la violence éprouvée à comprendre que ceux en qui vous aviez confiance vous ont possiblement conduit dans l'erreur ou que, pire encore, ils vous ont possiblement menti ou trahi. Cela est extrêmement brutal pour le psychisme humain, car nous avons besoin de nous appuyer sur des croyances fondamentales pour structurer nos pensées, nos réflexions, mais aussi notre identité. Dynamiter ces conceptions, ces croyances fondamentales, c'est déstabiliser le socle psycho-cognitif d'une personne, c'est-à-dire ce cadre inconscient qui permet à chacun de penser sa propre existence. Enfant de la Terre, en vérité, il peut être destructeur de se confronter à une vérité de manière brutale, sans y être conduit progressivement, étape par étape, dans un long processus de transformation intérieure. Lorsque je dis destructeur, je veux dire par là que certains ne peuvent pas survivre à un tel choc. Soit leur psychisme est trop fortement ébranlé, ce qui les conduit dans une forme de décompensation psychique, c'est-à-dire à une forme de rupture identitaire pouvant les conduire à la folie. Soit leur corps se met en résistance et ils développent toutes sortes de maladies ou d'attaques corporelles pouvant les conduire jusqu'à la mort physique. Prenons un exemple. Annoncer le destin soudain d'un proche à une personne qui n'y est pas préparée, psychologiquement en fait, peut le conduire à perdre connaissance. Son cerveau déconnecte, faute de parvenir à confronter l'information. Ou bien encore, si le sujet est cardiaque, il peut même déclencher un infarctus.
Avoir accès en fait à une certaine forme de vérité, à la lumière irradiante que celle-ci diffuse dans votre vie, c'est ainsi accéder à une arme à double tranchant. Et seul celui qui aura pu élever progressivement son niveau de conscience au cours d'un long cheminement sera capable de recevoir cette lumière sans être désintégré par sa puissance. Ainsi, il est de la responsabilité du savant que de conduire progressivement le profane jusqu'à l'acceptation lente de cette vérité, sans le brutaliser, sans le déstructurer d'une manière trop radicale qui l'empêchera de conserver de son intégrité mentale. C'est pour cela d'ailleurs que la plupart des ordres initiatiques distillent leur connaissance étape par étape, dans le plus grand respect de l'ignorance de l'élève, mais aussi dans le plus grand secret des vérités dévoilées. Lorsque ces ordres appellent au secret, c'est non pas pour garder jalousement le savoir hors de la portée du profane, mais pour ne transmettre cet héritage qu'à celui qui est en désir véritable de se faire initier et qui est prêt à recevoir la vérité. Nul ne peut être jugé ou condamné pour son ignorance ou pour son refus à entendre la vérité. Et d'ailleurs, on accepte aisément que les jeunes enfants soient protégés de certaines vérités. On estime en fait légitimement que leur psychisme n'est pas encore en capacité de comprendre ou d'appréhender l'élément de connaissance. Frères de la terre, être initié à une vérité, c'est nécessairement accéder à un grand pouvoir. Et tout pouvoir porte nécessairement en responsabilité. Ai-je le droit de dynamiter l'équilibre psychique de cette personne? Est-elle en capacité de recevoir les enseignements que j'aimerais lui dispenser? Souhaite-t-elle véritablement recevoir l'initiation? Certes, nous aimerions qu'une majorité de gens accèdent à nos connaissances simplement parce que nous avons le désir de partager avec eux, simplement parce que ces compréhensions nous ont libérés de certains carcans et que nous aimerions que notre entourage s'en libère également. Mais il est important de respecter le cheminement de chacun et d'accepter que certains, tels des enfants, ne sont pas encore en capacité d'accéder à ces savoirs. Accéder à certaines vérités implique souvent donc de payer le prix de la solitude, et c'est une chose qu'il faut accepter. Et seul l'amour de l'autre, l'acceptation et le respect du niveau de maturité de chacun peut vous permettre de comprendre cette solitude. Alors, humains de la terre, ne cherchez pas à tout prix à convaincre ceux qui refusent d'entendre. Respectez leur besoin de se protéger de votre lumière, en vous chassant, en vous rognant, en vous fuyant. Vous avez accès à une force que l'autre n'a pas encore développée. Soyez pour lui un grand frère bienveillant. Usez de pédagogie, d'astuces, d'initiation subtiles pour conduire avec douceur et joie ceux que vous souhaitez accompagner dans leur cheminement. Merci Lily. Alors effectivement, ce sujet, je pense qu'il va parler à Silvano. Tu sais Silvano, tu as à plusieurs reprises dans des émissions dit que même pas 1% de l'humanité était intéressé par tous les sujets qu'on évoque. Est-ce que finalement, l'explication de ce chiffre qui est extrêmement petit, on ne la retrouve pas dans ce que vient de dire Lily? Tout à fait, c'est exactement ce à quoi je pensais quand Lily a dit ce texte. C'est en phase complète. Mais c'est pas facile, parce que quand on a accès à un tel, finalement, ce qu'on prend nous pour un cadeau, tu vois, une illumination, quelque chose qui bouleverse notre vie, et d'ailleurs nous-mêmes on l'a ressenti, le choc, tu vois, de la vérité, au moment où on l'a pris dans la gueule, tu vois ce que je veux dire. Et donc c'est vrai qu'on a ce désir quand même de porter cette lumière à l'extérieur et de la partager, parce qu'on a envie de communier, en fait, on a envie d'être libre et d'être dans la jouissance agréable de la vie, tu vois. Et c'est vrai que c'est difficile et frustrant parfois de se rendre compte que les gens qu'on aime, souvent les proches aussi, tu vois, ne peuvent pas entendre ces choses-là. Et qu'on est quelque part un peu des fous pour eux. Et c'est difficile à vivre quand même, je pense, pour beaucoup des gens qui regardent cette émission. Donc c'est vrai que j'avais envie de parler de ça, hein, parce que je pense que c'est quelque chose qu'on a tous en commun, en fait. Parce qu'on est en face de la puissance du dogme. Et ce dogme, il est imprégné depuis la naissance. On apprend des bêtises à l'école, on continue toute sa vie, et on continue à croire toutes les bêtises que l'on nous enseigne toute sa vie, et ça devient un dogme. Et alors, il y a un scientifique, je publierai un jour là-dessus, qui a découvert une sorte d'une molécule dans le cerveau qu'il appelle la molécule des croyances,
On peut faire croire tout ce qu'on veut à cause de ce gène. Peut-être qu'il nous a été implanté, à savoir, pour que l'on croit en religions qui sont toutes fausses. Et ce dogme est tellement puissant que c'est juste hallucinant. On prend juste un exemple. On va faire une émission demain avec Antoine sur les vaccins. Si tu parles aux gens qui vaccinent leurs enfants, c'est tout à fait normal, quoi. Et puis les autres, c'est des conspirationnistes, c'est des arriérés complets. C'est des anti-modernité, on entend des vertes et pas mûres. Mais quand tu t'intéresses au sujet, tu vois que ceux qui sont pro-vaccins, ils ont zéro. Je dis bien zéro. Je peux le prouver. Preuve scientifique de l'utilité des vaccins. Par contre, les autres, les anti-vaccinalistes, on a tellement de preuves qu'on ne sait même plus où les mettre. Mais le dogme reste. C'est-à-dire que même quand on fait lire ces preuves à ceux qui vaccinent leurs enfants, ils en reviennent à la molécule. Oui, mais c'est au-delà de la molécule de la croyance, tu vois, c'est que c'est intolérable comme vérité à confronter. Comment on peut accepter, tu vois, un tel outrage? Tu vois, je veux dire, la plupart des gens, effectivement, ceux qui le comprennent, certains, ça les fait péter un plomb, ils ont envie de poser des bombes, tu comprends? Et donc, il faut quand même être en conscience de ça. Quelqu'un qui, toute sa vie, a vécu dans l'idée que le système était juste et qui comprend tout d'un coup que, en fait, il en est l'esclave, c'est super violent, tu vois, t'es en train de lui dire, non, en fait, t'es pas libre. Tu vois, et donc ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut respecter chez les anciens, notamment chez nos parents, ces générations anciennes qui, elles, sont beaucoup plus rigides par rapport à ces cadres de référence, parce qu'ils n'ont pas grandi avec Internet comme nous, tu vois. Et on doit vraiment se poser cette question éthique de est-ce qu'on est en droit, à un moment donné, d'aller bouleverser l'équilibre psychique de quelqu'un. Tu vois, et ça, c'est des vraies questions, même si c'est difficile, parce que, encore une fois, ça rend seul, et que parfois, on est traité de fou, selon chacun ses croyances. Tu vois, moi, je ne viens ici porter aucune croyance particulière, en tout cas, en le domaine de quoi que ce soit sur le monde. Hein. Je ne livre que ma vision, mais c'est vrai que on est nécessairement seul, tu vois, face à ça, et il faut l'accepter, en fait. Mais alors, Lily, doit-on dire la vérité à nos enfants? Et surtout, doit-on leur dire que le Père Noël n'existe pas? Quand ils seront un peu plus adultes, lui, il faut laisser une part de rêve aux enfants. C'est très important qu'ils accumulent dans les premières années de leur vie une quantité de bonheur et de rêve qui leur servira de réserve pour le restant de leur vie. Alors moi, pour répondre à ça, je dirais que d'abord sur le Père Noël, c'est vraiment l'exemple que moi je prends pour expliquer comment on invente la fausse magie pour détourner les gens de la vraie magie du monde et du réel, puisque la magie existe vraiment. La pensée est créatrice, et la rencontre entre les êtres, la création de la vie, en fait, la magie, elle est partout. Et l'enfant a l'intuition de la magie, et on invente le Père Noël, la petite souris, pour tuer chez lui cette confiance en la voix intérieure. Cette voix intérieure, pour moi, c'est cette foi intérieure qui sait, tu vois, qui ressent cette intuition. Et l'enfant, quand il grandit, on lui a fait croire à un truc, après on lui dit « Ah, c'était pas vrai ». Donc d'abord, effectivement, il a cette idée on lui a menti, donc c'est une trahison pour lui vis-à-vis des parents, les grands ont menti. Et par ailleurs, il en vient à questionner son propre ressenti. Parce que si la petite souris n'existait pas alors qu'il y croyait, si le Père Noël n'existait pas alors qu'il y croyait, alors tout ce qu'il croyait et qui émanait de son intériorité est faux. Et auquel cas, on devient ennemi quelque part à nous-mêmes, tu vois, c'est-à-dire que je dois me méfier de moi parce que je peux m'illusionner. Donc, moi, je pense que rien ne sert d'inventer des fausses magies. Chacun a sa propre vérité, il est libre de la transmettre à ses enfants. Pour certains, la vie après la mort est une vérité, pour d'autres, elle ne l'est pas, tu vois. Et donc, je pense que ça, il n'y a pas de règle. Après, dire la vérité toute crue de la violence du monde à un enfant qui n'est pas capable de l'appréhender, je pense que ça peut attendre un peu. Maintenant, pour juste rebondir sur ce que dit Silvano, moi, je pense qu'un enfant, il n'a pas besoin qu'on crée le rêve à sa place. En fait, il a cette capacité que l'adulte n'a pas, en fait, n'a plus. Tu vois, cette capacité à imaginer, à jouer, à produire une projection de soi que l'adulte n'a plus parce qu'il est justement dans ces formats, dans ces carcans qui l'ont enfermé dans des croyances. Oui, tu as tout à fait raison, sauf que notre enfant, il est toujours dans les 1%. Et donc, il vit avec les autres enfants, à 99%, qui, eux, évidemment, entendent le Père Noël, la petite souris, le lapin de Pâques. Donc, il faut le laisser dans ça parce que sinon, tu vas aller à l'encontre de lui, il va se sentir isolé par rapport aux autres. Par contre, moi, effectivement, quand
j'ai dû annoncer, c'est elle qui me l'a annoncé, mais papa, alors le Père Noël n'existe pas, donc la petite souris non plus, donc le lapin de Pâques non plus. Mais oui, ma chérie. Donc c'est vrai, et là tu as raison, elle m'en a voulu, quoi, parce qu'une partie de son rêve s'est cassée. Donc j'ai retourné la situation en disant, écoute, c'était pas merveilleux de tous ces moments de bonheur qu'on avait vécu avec le lapin de Pâques, avec la petite souris, avec le Père Noël, tu voudrais les effacer? Je te dis tout de suite, tout bébé, que tu n'existes pas? Ah non, je voudrais pas ça. D'accord. Je dis, mais maintenant, faut que tu saches une chose. Ça, c'était de la petite magie. Il y a de la plus grande magie encore. Et alors là, ça va être à toi de la découvrir. Comme ça, elle continue. Bah, c'est fabuleux. Moi, tu sais, je te rejoins complètement, Sylvano. J'ai un petit garçon et tu vois, je me suis posé les mêmes questions. Il a 5 ans, hein, donc il croit au Père Noël. On lui fait le truc du Père Noël. Et je me suis beaucoup interrogée sur ça parce qu'effectivement, pour moi, il y a une forme de castration de la créativité primaire, de l'imaginaire et puis et puis aussi de cette intuition à la spiritualité aussi, à mon sens. Hein. Et il est vrai que je pense que ça dépend comment on le présente. Et expliquer que dans la vie, on est là pour aussi créer la magie au quotidien, que finalement, il n'y a pas de poésie dans le monde, il n'y a que des poètes pour disperser cette magie. Et finalement, la magie, c'est l'amour et le partage, tu vois. Je pense qu'effectivement, c'est quelque chose de positif et lui donner cette idée qu'il peut continuer à croire en cette intuition est très important, je pense. Est-ce qu'aussi, pour conclure, ce ne serait pas une autre façon de lui apprendre une grande leçon de la vie, c'est que tout est faux et qu'il doit absolument tout remettre en question un jour ou l'autre. Et malheureusement, cette leçon-là, il l'oublie très rapidement. Mais ça sera un autre débat. Ouais, puis bon, sauf qu'il y a une chose qui souvent n'est pas fausse, c'est l'intuition qu'on a de notre vérité profonde. Et l'enfant, il a cette intuition, donc il n'a pas besoin d'être dénigré dans cette idée-là, tu vois. Je confirme. Ok. Bon, bien, écoutez les amis, on va accueillir Aurore qui vient d'arriver. Bonsoir Aurore. Bonsoir Sylvano, bonsoir Lily, bonsoir Antoine, bonsoir tout le monde. Plaisir. Plaisir de te retrouver aussi. Ça m'a manqué. Ouais, nous aussi. Ah bah oui, hein, bah voilà, c'est- tu vois, c'est Antoine, voilà. c'est Antoine, il cache tout le monde. Alors, Aurore, ce soir, donc, tu reviens avec un nouveau magazine qui est sorti au mois de septembre. Et puis, tu as été une petite cachotière, tu ne m'as pas dit le titre, donc je vais te laisser l'annoncer. Alors j'ai beaucoup hésité parce qu'effectivement il y a toujours de très très beaux magazines. Et je dois dire que je suis revenue à mon premier amour, qui est... Happiness. Voilà. Happiness. Alors là, je peux dire quelque chose. L'autre jour, je suis rentré dans mon petit bureau marchand de journaux de village, bureau de tabac de 1200 habitants, parce que c'est le village d'à côté, là, et je tombe, tête de gondole, Happiness. J'ai crié, il m'a dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Alors, je peux pas vous raconter, ce serait trop long. C'est le cauchemar. Et jusqu'ici, c'est pas possible. Non, c'est pas un cauchemar, c'est happiness, voilà. Et moi, l'autre jour, je suis allée chez la dentiste. J'avais pas envie d'y aller parce qu'on n'a jamais envie d'aller chez le dentiste. Qu'est-ce que je vois sur sa petite table? Plein de magazines happiness. Ah bah, dentiste, il ferait bien, oui. Effectivement. Tous les dentistes, abonnez-vous à Happiness, ça fera du bien. Tu m'étonnes. Oui. Donc, du coup, c'était vraiment chouette. Et donc, voilà. Donc c'est le numéro 28, c'est ça? Voilà, absolument, c'est le numéro 28. Alors, je dois avouer que j'ai pas tout lu parce que sincèrement, il y a tellement de choses et à chaque fois, moi j'aime bien ne pas passer d'un sujet à un autre parce que j'aime bien prendre le temps de quelque part, c'est OK, je me suis plongée, je nage et après je reviens à la surface et je replonge pour un autre article super intéressant. Et il y en a vraiment beaucoup dans ce magazine Happiness. Donc, des couleurs magnifiques. Alors, je ne sais pas si tu peux montrer la couverture de ce magazine, Antoine. Alors, moi, ce qui m'a plu, c'est les couleurs. Hein. Les couleurs sont magnifiques. Et puis, on y voit une jeune femme en position, elle est en train de faire une pause yoga avec un soleil qui est là, qui prend toute la place. Et franchement, ça donne encore envie de penser aux vacances, à la plage, au soleil, à la mer.
et à cette détente, à ce bien-être et de pouvoir profiter encore un petit peu de ce petit plus pour préparer un peu l'automne. Aujourd'hui, on est le premier jour de l'automne, je ne sais pas si je devais le dire. Mais en tout cas, ça fait plaisir de voir cet immense soleil et ce visage, on ne la voit pas, elle est de dos. Elle est simplement là, avec elle-même, elle est face à ce soleil, elle est simplement présente et là, elle est super bien et on sent qu'il y a plein de choses qui se dégagent d'elle, donc ça fait du bien au cœur. Sincèrement, voilà, ce soleil remplit l'âme. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est se changer soi-même et la seule voie pour un monde meilleur. Alors, je pense que ça, c'est très important de ne pas l'oublier. Voilà, on croit souvent que c'est les autres qui doivent changer, mais en fait, on doit commencer par soi-même avant tout. Et c'est ensuite que le monde autour de nous changera. Donc, faut pas commencer en voulant faire changer les autres parce que ça, c'est pas la bonne tactique du tout et ça marchera pas. Donc, je ne sais pas ce qu'en pense Lily de se changer soi-même est la seule voie pour un monde meilleur. Bah oui, si tout le monde le fait, le monde change, c'est évident. Et puis bon, bah forcément, si on change en soi, on rayonne autrement, on est capable de s'améliorer et donc d'avoir un impact plus positif sur l'environnement. Et puis après, bah, c'est l'effet domino, hein, c'est un peu ça le concept. Voilà, oui, tout à fait. Et puis à partir de là, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Alors, donc, le sujet de ce numéro 28, bon, il y a tellement de choses, je disais tout à l'heure, on parle du yin et du yang. Et oui, on en revient encore et encore de ce yin et ce yang. Lily, hein, tu vois, l'autre fois, on faisait une émission sur le féminin sacré, donc ça fait penser à ça, au yin et au yang. Bah oui, l'équilibre, Hein? Le bon dosage. Équilibre, voilà, toujours. De bon dosage. Et moi, j'ai participé à un cercle de femmes il y a 2 jours. C'était extraordinaire. C'était mon tout premier cercle de femmes. J'ai pas honte de l'avouer. Mais bon, il n'est jamais trop tard. Et franchement, là, on était vraiment en train justement de parler de cet équilibre entre ces 2 pôles et comment pouvoir trouver cette part masculine en nous, sentir bien avec soi-même dans cette complétude, dans notre part féminin et masculin sacré. Donc voilà, déjà le fait qu'il y a du yin et du yang dans ce magazine, j'ai trouvé ça génial. Alors, quel article t'a particulièrement plu? Alors peut-être parce que moi, c'est quelque chose qui fait partie de ma vie, c'est le silence. Jardin secret, parce que dans le silence, il se passe tellement de choses. Et c'est vrai que voilà, ils disent le silence, jardin secret, pourquoi nous ne nous sommes pas plus souvent silencieux? Et malheureusement, on oublie que dans le silence, il se passe tellement de choses. Et même parfois, quand on peut être avec quelqu'un, on n'a pas forcément besoin de toujours dire quelque chose. Mais le fait d'être présent à l'autre, présent à soi, ça c'est déjà extraordinaire. Parce que ça, c'est pas toujours évident. Pas toujours simple. Je ne sais pas si Sylvano aime bien le silence. J'adore des fois le silence, surtout quand les amis de ma fille quittent la maison. Alors là, c'est un pur bonheur. Et Lily, toi, le silence, est-ce que ça fait partie aussi de ce que tu apprécies dans ta vie quotidienne? C'est très important le silence. Et je dis toujours, moi, que le vrai luxe, en fait, dans notre société qui est ultra bruyante et ultra peuplée, c'est le silence et la solitude, quelque part. Tu vois, même si y a plein de gens qui fuient tout ça, c'est quand même, en fait, devenu le vrai luxe, de trouver un endroit où il n'y a personne et où tu as le silence. Oui. Et c'est vrai, tu sais, c'est un vrai luxe. Justement, je parlais dans ma chronique des ordres initiatiques. Et dans les ordres initiatiques, en général, au départ, on t'apprend à te taire et à faire le silence. À faire le silence d'abord pour apprendre à écouter, mais aussi à faire le silence intérieur, donc de couper le mental, le bruit du mental incessant, en fait. Donc, oui, parce que non, il n'y a pas de hasard. Et puis, comme tu dis, le mental, il a tendance toujours à nous faire arriver à des moments de doute importants, à nous mettre des peurs incroyables, alors qu'elles n'existent pas en réalité, et à nous faire un petit peu perdre pied. Donc, c'est vrai que souvent, dans le silence, on médite, dans le silence, on se reconnecte avec son être, son soi
cette source divine, on se reconnecte avec cette part en nous qui a déjà toutes les réponses et qui sait déjà beaucoup de choses. Donc ce silence, c'est quelque chose de très sacré et dans notre société, c'est très rare d'arriver à trouver le silence. Est-ce que du coup Happiness donne des solutions par rapport à... Est-ce qu'il y a des moyens pour apprécier le silence? Alors, dans Happiness, dans tous ces articles, il y a toujours énormément de petites clés, de petites choses qu'on va retenir. Et là, on parle surtout d'un livre qui s'appelle en anglais A Book of Silence, donc le bouquin du silence de Sarah Maitland, et qui n'a pas été traduit en français. Donc là, ils font justement allusion à ce bouquin. C'est dommage qu'il n'a pas été traduit en français. Donc ils disent que le silence absolu n'existe pas. Donc l'auteur, c'est Sarah Maitland. Donc là, elle a été interviewée par rapport à ce livre. Voilà, mais elle dit qu'à notre époque si bruyante, nous avons besoin davantage de silence. Et oui, effectivement. Donc c'est très intéressant d'aller se plonger dans cet article et de faire silence en le lisant. Alors, il y a un autre article, dernier article qu'on citera pour la soirée. J'ai encore Dino ensuite à accueillir. Un article qui parle de la marche méditative. Est-ce que tu as eu l'occasion de le lire, cet article, ou est-ce que ça fait partie des articles que tu as mis de côté? Alors, j'ai mis de côté, mais pour moi, la marche est quelque chose de très, très important. Alors, peut-être que c'est pas ce qui est écrit dans l'article, mais là, c'est plus personnel ce que je suis en train de dire. Je pense effectivement que la marche est quelque chose de très, très important et que tu as toujours, à un moment donné, besoin dans cette partie de la marche, de pouvoir lâcher prise pour tout le reste. Moi, je sais que quand je marche, j'adore marcher, j'arrive vraiment à tout d'un coup avoir des idées beaucoup plus claires, à réfléchir différemment, prendre du recul par rapport à plein de choses qui m'arrivent dans ma vie. Et ça me fait un bien incroyable. Donc, effectivement, pour moi, la marche, ça fait beaucoup, beaucoup de bien. Et encore une fois, dans le silence avec soi. C'est pas la marche et pop, 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 avec 2-3 personnes, non. C'est vraiment la marche quand on peut simplement se mettre avec soi dans ce moment-là, rien que pour soi. Oui, je pense que effectivement, c'est très méditatif. Mais je n'avais pas tardé à aller lire cet article avec beaucoup de plaisir. En tout cas, ça donne envie de découvrir ce magazine. Là. Il y a des belles illustrations. C'est vrai que c'est très coloré. Ça a l'air assez poétique en plus, je trouve. Très, très, très poétique. Et il y a une phrase magnifique qui est au début. Alors, c'est la rédactrice en chef. Chaque fois qu'elle écrit quelque chose, c'est toujours magnifique. Et elle a retenu une phrase de Paulo Coelho, Le Pèlerin de Compostelle. Dans Le Pèlerin de Compostelle, c'est un de mes premiers livres. Je dois dire que je l'ai adoré. Je l'ai relu plusieurs fois et je l'ai acheté, je l'ai donné, je l'ai racheté, je l'ai redonné. C'est bien qu'aujourd'hui, je l'ai toujours pas parce que chaque fois que je l'achète, je vais pas le donner autour de moi parce que tellement je trouve magnifique ce livre. Et elle dit une phrase très belle. Elle dit « Au terme d'un parcours jalonné d'épreuves, il comprendra enfin que l'extraordinaire se trouve sur le chemin des gens ordinaires. Que la vérité est pour tous les hommes. » Et ça, j'en suis convaincue. C'est dans les gens ordinaires qu'on trouve des choses extraordinaires. C'est dans la simplicité du cœur que des portes extraordinaires s'ouvrent et que là, des choses incroyables adviennent. Donc, restons simples, restons vraiment dans l'humilité du cœur. Ça, c'est un magnifique cadeau que nous pouvons nous faire à nous-mêmes et à tous les gens autour de nous. Franchement, c'est très important. Voilà. C'est magnifique. Merci beaucoup. Merci beaucoup Aurore. D'ailleurs, si vous appréciez la chronique d'Aurore, je rappelle qu'Aurore, eh bien, on est à sa deuxième bulle. Voilà, vous pouvez la retrouver. Bulle d'Aurore. La bulle d'Aurore, c'est ça. Donc, pour les tipeurs, vous l'avez en exclusivité encore pendant une petite semaine. Et puis, pour ceux qui ne participent pas encore à Tipeee, voilà, vous aurez le plaisir de retrouver la bulle d'Aurore le week-end prochain. Et c'est tout en zénitude. Comme les Aurores, à force de lire Happiness, ça doit être ça.
Oui, c'est vraiment dans la même énergie. Alors, c'est vraiment aussi très spontané, hein, parce que moi, je suis quelqu'un de très spontané. Donc, voilà, tout sort d'une façon très naturelle et tel que ça doit sortir. Rien n'est préparé à l'avance. Mais moi, je suis là, c'est le plus important. Donc, je suis en présence avec moi, déjà, ça c'est la première chose, et avec les personnes qui vont regarder la petite bulle, parce que ça aussi, c'est très important. Donc, j'essaie de faire passer ça à travers l'écran. Voilà, cette communication, cette fluidité, c'est important. Donc, je veux aussi remercier parce que j'ai eu plein de petits commentaires super gentils. Et je vous remercie vraiment du fond du cœur, ça m'a beaucoup Tu touchée. es un élément stratégique de Miasme TV, parce que tu remarques qu'Antoine, il te met toujours à la fin, tu sais. Au début, il me met moi, il disait massacre choral. Les mecs, ils ont envie de s'excuser. Après, il me dit, donc les gens, ils renaissent un peu, ouais, c'est pas mal. Et puis à la fin, il termine avec toi, et puis c'est de nouveau en extase, quoi, parce que sinon, il ferait l'inverse, ça serait suicide, quoi. Il n'y aurait plus d'abonnés. Il commencerait par toi, ensuite lui, ensuite moi. Ouais, c'est le contraire du stress, tu vois. Voilà, c'est ça. Il monte crescendo. Alors, les gens, ils ont envie de revenir. Attends, qu'est-ce qu'il a dit au début, là? Voilà. Bon, allez, pour compléter quand même cette belle fine équipe, ce serait dommage de finir cette émission sans notre ami Dino, qui est notre envoyé spécial du grand froid du Canada, quoi, qui n'a pas encore... Il fait chaud, quand même. arrivé, mais... Ouais, mais c'est à Montréal. Pendant qu'on en avait 6 le matin. Mais ça va bientôt lui tomber sur le nez, t'inquiète pas. Allez, on retrouve Dino et puis après, on conclut. Alors ça y est, c'est la fin des vacances pour certains, surtout pour ceux qui sont loin là-bas au Canada. Enfin, ils reviennent sur notre chaîne. J'ai le plaisir d'accueillir Dino. Salut Dino. Salut Antoine, comment ça va? Bah écoute, moi très très bien, tu sais, ça fait déjà 3 semaines, on est tout à fond sur la reprise. Et puis il nous manquait ta chronique, et puis là ce soir on a tous les chroniqueurs dans l'émission, donc c'est génial. Et tu voulais attaquer donc cette nouvelle saison avec un sujet qui du coup un petit peu particulier. On sort un peu des mystères du Grand Nord canadien, etc. Parce que ça t'a touché un peu personnellement, hein, t'as de la famille du côté de Saint-Martin. Tu voulais parler des ouragans, mais de ce qui se tramait un petit peu autour des ouragans. Voilà, en fait, ma famille, moi, elle est à Saint-Barthélemy, mais j'ai aussi des connaissances qui habitent à Saint-Martin. Voilà, donc en fait, je voulais parler des ouragans parce que il y a toute une chape de plomb et une désinformation majeure et massive qui est reprise par la plupart des médias, en fait, concernant les conditions, la façon dont ça s'est passé, avant, après, pendant, et je voulais donner ma version des faits, entre guillemets, puis essayer d'éclairer un peu peut-être s'il y a des gens qui ne connaissent pas exactement l'histoire. Oui, parce que c'est vrai que ce qui est arrivé jusqu'à chez nous, c'est que à un moment donné, on a eu des appels au secours qui ont traîné sur Facebook en disant qu'il n'y avait rien qui se passait, puis après il y a eu des informations ou de la désinformation, je ne sais pas, tu vas nous dire, sur les chaînes publiques en disant non, c'est pas vrai, tout est sous contrôle, il y a l'armée et tout. Bon, toi, qu'est-ce que tu as envie de nous dire là-dessus? Déjà, je vais essayer d'organiser ça dans le temps, entre guillemets. Donc, tout d'abord, parler de l'ouragan en lui-même, des ouragans en eux-mêmes, en fait. Déjà, ce qui est assez hallucinant, c'est les vitesses qui ont été enregistrées. Et le plus impressionnant, en fait, c'est ce qui est assez étrange, c'est la vitesse à laquelle ces tempêtes-là ont pris de l'ampleur, en fait. C'est allé trop vite en très peu de temps. Alors oui, c'est vrai que les conditions climatiques particulières pour augmenter un ouragan étaient présentes, c'est-à-dire une grosse humidité et les eaux qui étaient très chaudes. Donc c'est sûr que ça a favorisé. Mais ce qui est très 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 bizarre, et que même plusieurs scientifiques ont relevé et ont décrit, c'est cette vitesse en fait de propagation, à quel point elle a pris de l'ampleur. Donc ça, après, c'est mon avis personnel, mais il n'y a rien qu'empêche actuellement la technologie d'aller booster ça. Hein. Je ne suis pas en train de devenir parano, mais je veux dire, c'est possible.
donc la vitesse enregistrée des vents à certains endroits, c'est hallucinant, c'est à plus de 200 et quelques kilomètres/heure, c'est quand même assez impressionnant. Et les dégâts, alors surtout dans les îles de Saint-Martin et de Saint-Barth, moi c'est ça que je me suis renseigné, c'est Irma, hein. Donc ça a quasiment tout détruit, ça a arraché les toits, etc. Alors sachant que les infrastructures et l'île les plus petites, l'île de Saint-Barthélemy, il y a eu moins de gros dégâts, parce que les maçonneries sont quand même meilleures, alors que à Saint-Martin, c'est un peu plus disparate, surtout que c'est une île coupée en deux, c'est un côté hollandais et un côté français. Donc, les gens n'ont pas été logés à la même enseigne. Donc, le plus grave, c'est surtout à Saint-Martin, en fait, parce que la différence est notable et impressionnante entre comment ça a été géré côté hollandais et comment ça a été géré côté français. C'est-à-dire que côté hollandais, ils avaient prévu, comme en France d'ailleurs, hein, côté français, ils avaient prévu aussi une certaine partie de corps expéditionnaires de pompiers et quelques militaires qui ont été dépêchés sur place pour prévenir ce qui va se passer pendant la tempête. Le problème, c'est qu'en France, c'était dérisoire, c'était une bouchée de pain, c'était même pas une vingtaine de personnes concernant l'armée et peut-être un peu plus concernant les pompiers, mais c'était certainement pas suffisant, hein, sachant en plus que on savait à peu près une semaine avant de l'ampleur que ça allait prendre, en fait. En tout cas, le risque qu'il pouvait y avoir à ce qu'il y ait des dégâts importants. Moi, j'ai de la famille à Saint-Barthélemy, j'ai eu de la chance, ils n'ont rien eu. D'ailleurs, majoritairement, les gens qui habitent à Saint-Barthélemy n'ont pas eu vraiment de dégâts physiques, il y a eu surtout des dégâts matériels. À Saint-Martin, c'est autre chose. Bon, alors, il y a plein de chiffres sur le nombre de morts, le nombre de sinistrés, etc. C'est un peu n'importe quoi, parce que oui, c'est vrai, comme tu dis au début, il y a eu, on a vu sur Facebook, sur YouTube, sur Internet, sur les réseaux sociaux en général, des vidéos, des témoignages, etc., enfin, qui décrivaient un peu ce qui se passait là-bas. Alors, il y a eu de tout, c'est-à-dire les médias mainstream ont récupéré ça en disant oui, mais c'est pas vrai, parce qu'ils ont monté des espèces de petits reportages expliquant qu'en fait, c'est pas aussi grave que ce qu'on croit, mais en fait, au vu du nombre de live qu'il y a eu sur les téléphones portables, parce qu'il y a pas eu Internet pendant longtemps, mais ils ont quand même récupéré, parce qu'avec le satellite, etc., enfin, il y a des gens qui ont récupéré du réseau suffisamment longtemps pour faire quelques vidéos, et on se rend compte que en fait, c'est l'anarchie totale. Alors, en tout cas, ça a été l'anarchie totale pendant au moins 8 jours après la tempête. Et quand on sait qu'il y a 1 heure de trajet d'avion à peu près, hein, je ne connais pas exactement la distance, entre la Guadeloupe et Saint-Martin, on se rend compte que l'intervention, elle a traîné volontairement. Alors, ça va très bien avec le vent, je trouve, moi, cette espèce de vent de volonté sécuritaire totalitaire qu'il y a dans le gouvernement français, même dans les gouvernements en général depuis le 11 septembre à peu près, hein, même un peu avant. Et on voit bien en fait la démarche. Moi, en tout cas, je décris la démarche de cette façon, je la vois de cette façon. C'est comment expliquer la répression qu'en justifiant l'anarchie. Voilà, comment expliquer? On va laisser cette île pourrir d'elle-même, en fait, en essayant de laisser sous-entendre qu'en fait, les moyens étaient là, les gens étaient là pour les aider, mais ils ont fait n'importe quoi parce que c'est des sauvages ou parce que c'est des gens qui sont ingérables, etc. C'est pour justifier, en fait, l'ère de totalitarisme qui va arriver, en fait. Moi, c'est ma version des faits. Après, on voit clairement que ces phénomènes météorologiques sont de plus en plus fréquents, parce qu'après, les gens vont toujours dire oui, mais regarde, chaque année, tu en enregistres des ouragans ou des tremblements de terre, etc., etc., etc. Mais c'est la régularité et la synchronicité entre les dates, en fait. On voit clairement qu'il y a des événements autres que simplement la chaleur, etc., qui peut justifier ces événements-là. Et enfin moi, ça fait un peu peur, parce qu'on voit que tout part à volo. Au Mexique, il y a eu deux énormes séismes incroyables en très peu de temps. Les ouragans s'enchaînent. Alors oui, c'est vrai, c'est la saison. C'est vrai qu'on est habitué, que les gens des îles sont habitués à ça, mais c'est la puissance et à quelle vitesse ça se propage, les dégâts que ça fait. Faut se réveiller, j'ai l'impression, parce que. Alors, est-ce que c'est l'homme qui en est responsable à 100%, ou est-ce qu'il y a une part de responsabilité là-dedans? Soit direct, soit indirect, ou soit volontaire ou involontaire, mais toujours est-il que les chiffres enregistrés par ces événements météorologiques ou climatiques ou environnementaux, ça bat les records. Chaque année, on bat des records.
Il y a eu encore du séisme là sur Fukushima il y a quelques jours, je crois, et tout, etc. Enfin, je veux dire, ça s'arrête plus en fait. Ça s'arrête plus. Alors, il y a beaucoup de lanceurs d'alerte sur Internet depuis longtemps. Hein. Moi, je suis pas quelqu'un qui va croire le premier qui parle, mais je veux dire, il y a quand même beaucoup de monde. Alors, eux, ils font leurs liens. C'est libre à eux d'avoir leur avis et leur interprétation. Je veux dire, il y en a qui font les liens avec ce qui se passe dans la Bible, il y en a qui font les liens avec ce qu'on peut voir dans le ciel, il y en a qui parlent de planètes qui viennent nous visiter, etc. Parce qu'en ce moment, il y a une espèce de grosse hype sur Internet avec la planète X, etc. Enfin, D'ailleurs, tu es toujours vivant ou c'est peut-être un hologramme de toi qui parle là? T'en sais rien, de toute façon. De toute manière, moi, je suis une personne pragmatique, même si je m'emporte beaucoup et que j'aime beaucoup explorer les choses inexpliquées. Mais je veux dire, je suis quelqu'un qui n'a jamais un véritable avis définitif. Et là, je me rends compte que la plupart des recherches que j'ai faites dans ma vie se recoupent ces derniers temps, surtout depuis ces dernières années. Alors, est-ce que c'est parce que je mûris et que je m'aperçois un peu plus avec le recul de l'ampleur des dégâts, entre guillemets, c'est-à-dire de l'ampleur des manipulations, de l'ampleur des marches en avant forcées, de l'esclavagisme de l'homme, j'en sais rien, mais peut-être que je m'emballe un peu, mais c'est clair que ces ouragans-là, c'est bien, ce qui se passe, c'est l'événement des ouragans, en voyant ce que Macron a dit, fait et rien fait, enfin, tout simplement, il est juste venu se montrer. De toute façon, un homme qui dépense des milliers d'euros par mois pour se maquiller, c'est quelqu'un qui pense d'abord à son petit derrière et son confort. Lui, c'est une personne je veux dire, lui, il est resté pendant 8 jours chez lui, bien au chaud, pendant que ses concitoyens crevaient la dalle et se faisaient piller, parce qu'à Saint-Martin, ce qui se passe, c'est hallucinant. C'est-à-dire, il y a des bandes organisées qui sont connues depuis plusieurs années, qui font des trafics de drogue, des trafics d'armes, des trafics via les bateaux entre les îles, etc. Une sorte de petite piraterie. Ça fait longtemps qu'ils sont connus des services de police, et ils ont profité du chaos qu'il y avait, de l'anarchie qu'il y a eu, pour braquer les armureries, braquer les gendarmeries, braquer les gros commerces, etc. Et les gendarmes totalement dépassés, en sous-nombre, ont carrément répondu à certaines parties de la population, défendez-vous, prenez des armes, battez-vous. Il y a des gens qui sortent au coupe-coupe dans la rue, il y en a, hein, je dis pas que c'est la majorité, mais il y en a qui sortent dans la rue au coupe-coupe et qui crient à mort les blancs, cassez-vous d'ici, on veut plus rien savoir. Alors que côté hollandais, les gens ont eu des secours rapidement, ils ont de la nourriture, ils ont pour certains en tout cas, pour une bonne partie, alors que côté français, c'est presque encore au point mort. Ça commence là maintenant, il y a des bateaux qui viennent et tout, mais j'écoutais encore un monsieur que je suis sur Saint-Martin, là ils expliquent qu'ils bloquent carrément les courriers, c'est-à-dire l'armée est en train d'affluer sur Saint-Martin et en train de réquisitionner les services publics pour les remettre en état, sauf qu'ils font carrément comme à l'époque de la guerre, c'est-à-dire il y a des gens qui envoient des colis par la métropole et qui sont pas renvoyés aux destinataires, qui sont gardés ou même qui sont carrément laissés en métropole, qui sont pas envoyés. Il y a des bateaux de vivres qui viennent de différentes îles et tout ça pour essayer d'apporter des choses, ou du matériel, etc. aux gens. Ils restent stockés au bateau, au port, et ils s'en vont. On les fait repartir, ou ils sont obligés de faire le tour de l'île pendant un certain temps. Parce que ce que je veux expliquer, c'est que on voit que tout est mis en œuvre pour ralentir les choses, pour faire en sorte que les gens ne s'en rendent pas compte, que les gens qui habitent de l'autre côté, en France et en Europe, aient une version biaisée de la situation, où il y a carrément des journalistes professionnels qui montent des reportages mensongers sur la situation. On voit qu'on veut noyer le poisson, et que ça fait très peur, parce que j'ai l'impression que c'est comme un petit test, une petite expérience sociale et environnementale, Saint-Martin, pour ce qui peut arriver éventuellement en France. Enfin, j'espère que ça n'arrivera pas, mais en tout cas, je sais pas trop. Pourquoi pas, écoute, les États-Unis avaient fait une expérience comme ça, hein, d'épandage d'un virus, mais je crois que c'était dans les années 50, hein, sur une partie de population, alors je sais plus si c'était au Nevada ou ailleurs. Donc, en tout cas, pour toi, pour conclure, ça sent quand même c'est quelque chose qui n'est pas complètement naturel, et ça sentirait l'expérimentation. Ouais, en tout cas, c'est mon avis à moi. Après, peut-être que je m'emballe aussi, mais on voit clairement la désinformation, elle est réelle. Je veux dire, c'est pas du complotisme, c'est la réalité. Et on voit que rien n'est fait, ou que trop peu est fait, alors que les moyens sont là. La possibilité. Alors, est-ce que c'est juste de l'incompétence? Peut-être, hein. Mais alors là, c'est un niveau où on atteint des records. Je veux dire, entre Sarkozy, Hollande et maintenant Macron, je veux dire, on est dans la véritable descente aux enfers. Je sais pas qui sera le prochain. Je sais même pas si un jour il y aura un prochain.
tout cas, peut-être que je suis pessimiste, mais je vois les choses se noircir petit à petit, en fait. L'avenir, en tout cas, nous le dira. En tout cas, bon, mais pour cette première chronique, voilà, c'était un espèce de coup de gueule, on va dire. On te revoit bientôt ou dans... Dans une semaine ou deux. Une semaine ou deux? D'accord. Donc on te revoit dans 2 semaines, ok. Et puis aussi, il faut savoir que Dino a intégré l'équipe des chroniqueurs de la nouvelle série que nous allons faire au cœur d'X-Files. Voilà. On a hâte de la tourner, ça sera dans un petit mois, tout juste, même pas, qu'elle sortira. Donc on aura l'occasion de vous en reparler. En tout cas, Dino, écoute, je te remercie. Merci à toi. Fais gaffe à toi dans tous les cas, parce que l'hiver arrive. Hein, quoi, en tout cas au Canada. Je commence à ranger, à mettre des noisettes et des bûches de bois de côté. Je commence à faire mes réserves pour l'hiver. C'est ça. Allez, ciao, ciao, et puis à bientôt. Soirée, bye. Bon, ben voilà, une belle soirée et longue soirée. Hein, ça fait plaisir d'avoir eu tout le monde. J'espère que ça vous a plu. Sylvano, je te dis à la semaine prochaine. Ouais, je pense que tu vas me remplacer parce que tu te dis, purée, attends, il manque une nana là, puis je fais Charlie et c'est le rôle de dame. Effectivement. Non mais, Lily, tu peux pas écrire des choses comme ça. Il est con. Moi, j'ai... Enfin, bref. Ah, c'est énorme. Tu m'étonnes. Il devrait peut-être découper l'écran, peut-être. En fait, il y a la blonde, il y a la brune, il manque une. C'était la crête qui manque. C'est Sylvano Larousse. Il y a 2 brunes, hein. Il y avait 2 brunes. Il y avait Sabrina, tu sais, avec la coupe au bol. Il y avait Jacqueline Smith avec sa coupe là, comme ça là. Ah bah Sylvano, c'est Sabrina, il a Voilà. les initiales. C'est nickel. Bon. Allez, on va essayer de finir avec les drôles de dames et ce drôle de monsieur. Je vous donne rendez-vous, voilà, Lily la semaine prochaine. Aurore la semaine prochaine, Sylvano la semaine prochaine, et puis vous venez nous rejoindre quand vous voulez. On est là tous les jours sur Miasma TV. Allez, ciao, ciao. Ciao.